Je suis allé rencontrer les forces françaises et dans la région de Thessalite et dans la région de Gao pour leur apporter le soutien du ministre de la Défense et aussi ma satisfaction du travail remarquable que ces forces effectuent. Le moral de la troupe, ça va? Oui, je trouve que le moral est bon, l'efficacité aussi. Nous sommes dans la partie la plus difficile, puisque ce sont les repères, ce sont les sanctuaires pour le nord. Et puis pour Gao, il y a de la stabilisation à continuer. Mais notre détermination d'aller jusqu'au bout de la mission qui a été confiée à nos forces par le président de la République, c'est-à-dire de procéder à la libération intégrale du Mali, notre détermination est totale. 24 heures seulement après le décret de création de la commission Dialogue et Réconciliation, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions et le directeur de cabinet du Premier ministre ont rencontré la presse. Il s'agissait à travers cette conférence d'informer davantage les journalistes sur la nouvelle structure, ses missions et les résultats attendus. Ont pris part à cette conférence de presse les représentants des médias nationaux et internationaux. Compte rendu Modibo Mariko. Une commission au nom évocateur et à la mission délicate. La CDR, Commission Dialogue et Réconciliation, aura au dire des conférenciers une composition inclusive de 33 membres avec un président, 2 vice-présidents et 30 commissaires. Au vu du contexte de sa création, l'on devine vite que la CDR aura pour mission essentielle de restaurer le tissu social brisé et favoriser le savoir-vivre de l'après-crise. Oui, il y aura peut-être des groupes de travail au niveau local. Parce que le dialogue, c'est aussi au niveau local, et c'est surtout au niveau local. C'est là où il y a eu des exactions, c'est là où il y a eu des viols, des destructions de biens, etc. C'est là où les gens doivent apprendre à revivre ensemble. Les cas de violation des droits de l'homme ne resteront pas impunis. Ça veut dire que cette commission, même si elle est d'essence, elle ne fera pas la justice. Tous les citoyens normaux sont invités à ce dialogue. Patience pour ceux qui voudraient dès cette conférence coller les visages sur les rangs et qualités des membres de la CDR. Cela n'est qu'une question de jour et reste selon les conférenciers du seul ressort du président de la République qui ne tardera pas à les désigner après une consultation large et en ayant en vue comme critère entre autres la probité morale. Dans les 33 membres devraient se retrouver les différentes composantes politiques et celles de la société civile de notre pays. Les différentes régions également devraient se retrouver dans ces 33 membres. Il ne s'agit pas au sein de la commission de faire représenter tout simplement les régions qui ont été victimes des troupes rebelles. C'est l'ensemble de la communauté qui doit se retrouver dans la commission. Les commissaires seront nommés en fonction de critères de compétences. Il ne s'agit certainement pas de compétences techniques. Il s'agit de personnages qui doivent à la limite être au-dessus de tout soupçon, d'une parfaite honorabilité, d'une intégrité sans aucun doute et d'une audience au sein de la communauté. Pas de salaire pour les membres de la CDR, mais des avantages leur permettant de mener à bien leur mission. Car au bout, il est attendu des rapports trimestriels d'étape et un rapport final après 10 ans d'exercice. Quelle va être alors la relation entre la commission et la justice classique? La commission ne se substituera ni à elle, ni à la justice internationale, encore moins à celle qui sera considérée comme sa sœur jumelle, la commission d'indemnisation. Cette dernière verra derrière les jours très prochainement, ont fait savoir les conférenciers. Signature hier matin du cadre d'appui à la transition par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le coordinateur du système des Nations Unies au Mali. À travers cette convention, les Nations Unies s'engagent à aider notre pays dans sa politique de développement, l'organisation d'élections libres et transparentes après une transition bien réussie. Mamadou Bagayogo, compte rendu. Pour répondre aux priorités nationales mentionnées dans la feuille de route pour la transition, le gouvernement malien et le système des Nations Unies se sont concertés en vue d'œuvrer à la restauration de la paix. Au terme de ces concertations, un cadre conjoint des Nations Unies d'appui à la transition se dégage. Le document s'articule autour de 2 axes majeurs. Pour l'axe numéro 1, l'axe de la gouvernance et de la restauration de la paix. C'est un axe
qui est en relation directe avec l'organisation des élections libres et crédibles et transparentes, la promotion des droits humains et le genre, l'amélioration de l'accès à la justice. En plus de ces thématiques, l'axe 1 de ce cadre commun d'appui à la transition prendra également en compte la dimension du relèvement économique et de l'appui à la réforme du secteur de sécurité. Le deuxième axe se focalise sur l'accessibilité et la disponibilité des services sociaux de base. Il s'agit de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, entre autres. Toutefois, quelle que soit l'aide, il nous faut mettre tout d'abord notre culture de cohésion sociale en valeur selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tout ce qui viendra comme apport technique, tout ce qui viendra comme financement, comme nouveau projet, ne pourra être fiable et viable que si cette volonté de rester debout, de garder notre pays tel qu'il nous a été transféré par nos ancêtres, de conserver notre culture telle que l'écume des temps nous l'ont apportée, rien ne pourra marcher. Le ministre de poursuivre que le peuple malien a besoin de nouvelles perspectives, certes, mais que l'efficacité et l'aide dépendent autant des bénéficiaires que des partenaires techniques et financiers. Le directeur de la radio La Voix de l'Amérique a visité hier matin certaines installations de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. L'objectif était de s'enquérir du fonctionnement de la structure. Accompagné par le directeur général de l'ERTM, David Insor s'est rendu successivement à la cabine technique de diffusion et celle d'enregistrement de la radio nationale. Le directeur de La Voix de l'Amérique a également visité le centre émetteur du Point G. Sur place, il a pu constater et apprécier la qualité des installations. C'est là que sur les 102 FM, La Voix de l'Amérique va désormais émettre. Une convention a été signée entre cette radio et l'ERTM. Vraiment Traoré, compte rendu. 9h58, le directeur de La Voix de l'Amérique fait son entrée dans la cour de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Première destination, le bureau du directeur général de l'ORTM. David Ensor s'entretient brièvement avec son homologue malien Baba Dagamaïssa, entouré par ses proches collaborateurs. Ensuite, direction la radio nationale. Ici, le directeur de La Voix de l'Amérique visite la cabine technique de diffusion et celle d'enregistrement où il a eu droit à une explication détaillée. Aujourd'hui, la radio nationale allie le numérique et l'analogique. La visite s'est poursuivie au niveau de la banothèque de l'ORTM. Sur place, les visiteurs du jour ont noté le manque d'entretien de ce patrimoine et une très faible climatisation, ce qui pourrait contribuer à détériorer les différentes œuvres. Véritable mémoire du pays qu'il faut nécessairement sauvegarder. Et c'est évident qu'il faut préserver cette grande collection. Nous voulons parler encore de ce que nous pouvons faire ensemble pour aider cette situation. Dernière étape de la visite du directeur de La Voix de l'Amérique, le centre émetteur du Point G. Ici sont logés des émetteurs de plusieurs chaînes internationales dont RFI et BBC. À cette liste, il faut désormais ajouter La Voix de l'Amérique, une radio américaine qui émet sous les 102 FM sur un rayon de 120 km à partir de Bamako. Le directeur Ensor s'est dit impressionné par la qualité des installations. Une installation très professionnelle. Nous sommes très très heureux d'être vos partenaires ici avec cette technologie. Parce que nous aussi, nous voulons aider à améliorer la communication pour les citoyens du Mali. Il s'agit là d'un début de partenariat entre l'ORTM et La Voix de l'Amérique. Deux structures décidées à cheminer ensemble pour satisfaire davantage les auditeurs. Un engagement matérialisé à travers la signature d'une convention dont le directeur général de l'ORTM s'est réjoui. Nous aurons à discuter et voir comment la coopération peut s'améliorer pour le bonheur des peuples maliens. Je crois que sur ce point, nous nous entendons parfaitement et je n'ai nul doute que ça pourra aller, que ça marchera et que nous marcherons désormais la main dans la main. Main dans la main pour faire de la radio un véritable outil de développement. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme, notre pays est aujourd'hui en guerre contre les terroristes et les trafiquants de drogue qui ont envahi le nord du pays au courant 2012. Et ce sont particulièrement les femmes et les enfants
qui payent le plus souvent le lourd tribut de ce genre de crise. Nous vous proposons ici les témoignages inédits de 3 femmes qui ont été victimes de la barbarie des criminels qui ont envahi le septentrion de notre pays. Un dossier signé Nyanya Aliou Traoré. Je suis femme Aoulet Idal, je viens de Kidal. Moi, c'est Madame Sissé Adasara, je viens de la région de Gao. C'est Traoré Leila Duko de Tombouctou. 3 femmes, 3 destins, mais une histoire commune, la guerre. Ces dames ont souffert de l'occupation de leur localité par les terroristes et autres groupes armés. Personne n'est en sécurité dans une guerre, surtout que ce n'est pas une guerre que nous avons connue. Nous avons connu plusieurs rébellions, mais pas celle-ci. Elle nous dérange, nous les femmes, parce qu'on n'a aucune liberté, on n'a pas de liberté de mouvement ni de choses. Et nos enfants et nos filles, on ne pouvait pas rester. J'ai quitté Kidal le 7 avril. Donc je suis venue à Gao. Je suis passée par Niamey, Ouaga, Bobo. Des viols, on a vu ça vraiment. Quand on a quitté l'institut pour chez la grande sœur, puisqu'on n'a pas pu prendre nos affaires, maintenant à notre retour, c'était le dimanche matin, très tôt qu'on est revenu là-bas, pour voir si la maison est intacte ou il y a quelque chose qui ne va pas. On est venu trouver que ça a été déjà pillé. Ça, j'ai vu de mes propres yeux. Elles ont amené les dames à 8 heures comme ça, les 3 dames. Elles vont violer. Quand on les amène à quelque part, ça sous-entend quelque chose, on ne peut pas. Elles-mêmes, elles ne vont jamais dire, mais c'est ça. Depuis que ces gens sont venus, il n'y avait plus d'école. Les écoles sont fermées parce qu'ils ne voudraient pas voir les écoles. Ils ne voudraient même pas voir ce qui est blanc. Parce qu'on ne pouvait pas donner le cours en ce moment parce que ce sont des gens qui ne voudraient pas voir les femmes et les hommes à côté. Même les petits-enfants qui sont dans les classes d'initiation, femmes et hommes ne devraient pas s'asseoir sur le même banc. Avec ces gens-là, les gens ont vécu vraiment les plus durs moments de leur vie. Fama vient de Kidal. Née et grandie dans cette partie désertique du pays, elle vit un véritable cauchemar après avoir échappé aux bandits armés laissant derrière elle biens, parents et amis. Vraiment, moi j'ai des problèmes parce que je sais que j'ai des familles qui sont en Algérie, j'ai des familles qui sont au Niger, j'ai une famille qui est au Burkina. Tout ça, c'est vraiment un problème pour moi. C'est ça le problème de la guerre, c'est très mauvais. Mon plus grand souhait, c'est la paix. C'est faire la paix avec le... Les nuits de Ada et Bintou sont longues et interminables. Comme engouffrées dans un tunnel sans fin, elles cherchent désespérément la porte de sortie sans y parvenir. Elles sont insomniaques depuis qu'elles ont quitté leur ville natale, Gao. À Gao, ça n'allait pas. Et ce qu'on a vu à Gao, c'était devenu un film pour nous. Et c'est pour cela qu'on était obligés de laisser la ville. J'ai quitté Tombouctou très difficilement. Il n'y avait pas d'occasion. Il m'a fallu prendre la pinasse qui a duré 1 semaine. Tombouctou, mon petit, j'ai fait 1 semaine sur le fleuve. C'était très difficile pour moi. J'étais accompagnée de mes 2 enfants. Vraiment, on a beaucoup souffert. Aujourd'hui, certaines de ces femmes, victimes de l'occupation, vivent au centre d'accueil de Niamana. Grâce aux dons de l'État et d'associations, elles arrivent à vivre dignement. Nos interlocutrices pensent que les actes de barbarie qui ont été commis dans leur région ne doivent pas rester impunis. Pourtant, déclarent-elles, l'heure est au pardon. Moi, je leur dirais seulement qu'il faut faire la paix. La paix, c'est plus que tout. Ces femmes que nous avons rencontrées comptent retourner un jour dans leur ville quand la paix et la sécurité seront établies. Pour le moment, elles ont peur de tenter une telle aventure. Surtout, on souhaite le retour de la paix totale. On veut que les kamikazes ou les attentats de suicide, vraiment ça nous fait peur aujourd'hui. C'est ça qui nous fait peur. La vie à Bamako aujourd'hui, on peut dire que par la grâce de Dieu, ça va. Mais comme chacun de nous le sait, chacun est roi chez lui. On a reçu des dons, des aides. On a tout reçu à Bamako. Mais ce qu'on a voulu souhaiter, c'est de retourner chez nous. On n'est
jamais mieux que chez soi. 8 mars, toujours la condition des femmes en Afrique, toujours en demi-teinte. Même si la journée internationale de la femme s'est appropriée le thème de l'autonomie des femmes rurales, la lutte contre la faim et la pauvreté, il n'en demeure pas moins que femmes et filles continuent à se heurter aux pires inégalités dans l'accès aux services sociaux ou aux discriminations. Elle n'aime pas le folklore et elle l'assume. Demain, journée de la femme en RD Congo, il n'y aura ni défilé ni pagne officiel à l'effigie du 8 mars. C'est une décision du ministre de la Famille qui veut redonner tout son sens à cette journée. Nous voulons que cette journée soit une occasion de réflexion, de sensibilisation, de plaidoyer et de lobbying sur des sujets qui concernent la femme. Aux oubliettes donc, le traditionnel défilé du 8 mars où les femmes vêtues d'un pagne acheté pour l'occasion célébraient leur journée. Dans les écoles, on débattra autour d'un thème imposé. Consolider la justice et la paix pour lutter contre les violences faites aux femmes, en solidarité avec les femmes victimes de la guerre dans l'Est. Le gouvernement va même plus loin. Le port du pagne sera interdit dans toutes les écoles du pays. Certains saluent une mesure d'économie. Elle a épargné beaucoup de familles. Si, par exemple, vous avez 5, 6 filles à la maison, vous devez beaucoup dépenser pour ces filles-là. Les élèves, eux, ne sont pas du même avis. Comme les femmes de l'Est sont violées, souffrent, on pouvait nous laisser manifester notre souffrance, notre compassion avec elles par un défilé. Au marché, ça grogne. Pas de défilé, pas de vente de pagne. Ici, la ministre ne s'est pas fait que des amis. Elle aurait dû prévenir plus tôt, avant qu'on importe ces pagnes à l'effigie du 8 mars. Maintenant, ça y est, on les a achetés et on ne va pas pouvoir récupérer l'argent qu'on a investi. La ministre rappelle que le pagne n'est qu'un support de communication qui ne doit pas masquer les vrais problèmes des femmes. Au Kenya, quelques jours après le scrutin présidentiel, les Kenyans attendent toujours de connaître les résultats de la présidentielle. Après l'échec de la transmission électronique des résultats, la compilation des documents provenant des centres de comptage prend du temps, ce qui fait croître l'anxiété. C'est le Kenya tout entier qui retient son souffle dans l'attente des résultats de la présidentielle. Une attente mêlée d'inquiétude, comme ici à Mombasa. Les violences post-électorales de 2007 sont encore dans tous les esprits. Le bain de sang avait fait 1 millier de morts. Les habitants de Mombasa se souviennent de ce qui s'est passé et ils ont peur. Certains magasins sont fermés, rares sont ceux qui restent ouverts. Certaines personnes ont même fui vers l'intérieur du pays parce qu'elles craignent pour leur vie. Mais personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi dramatique que les dernières élections. Cause de cette inquiétude, les lenteurs du dépouillement et les couacs techniques lors du vote biométrique. Par ailleurs, pas moins de 340 000 bulletins pourtant déclarés nuls ont été réintégrés dans le décompte final, ce qui a suscité la colère du camp Kenyatta en tête des résultats partiels. Plus inquiétant, ces bulletins de vote estampillés nuls que la police affirme avoir trouvé dans un dépotoir situé dans le nord de Nairobi, fief du candidat Kenyatta. La commission électorale, pointée du doigt, promet de mener l'enquête. Hier, on nous a parlé d'un problème similaire d'urne à Meru. Quand nos hommes y sont allés, ils ont constaté que c'était vrai. Les bulletins ont donc été comptabilisés et validés au bureau de vote. Mais parfois, ce ne sont que des rumeurs pour nous induire en erreur. Décriée et sous pression, la commission électorale promet d'annoncer les résultats définitifs vendredi, mais la polémique pourrait bien se poursuivre. Le camp du Premier ministre Raila Odinga, deuxième pour le moment. – 18h et 20h avec Amara Malé Diallo. Bonne fête à toutes les femmes du monde et bonne suite des programmes de l'ERTM.